Ici à Paris, je ne connais personne. J'avais entendu des Afghans parler du parc de Gare de l'Est, où apparemment ils se retrouvent. Je découvre qu'aucun parc de Gare de l'Est n'existe, mais un homme, un Africain à qui je demande, me dit que ça doit être un jardin, pas loin de Gare de l'Est, ce que je cherche. Là, je retrouve d'autres Afghans. Certains, comme moi, qui viennent d'arriver, et d'autres, qui sont là depuis longtemps, qui nous renseignent sur les choses les plus élémentaires pour pouvoir survivre jour après jour. Et nous tous, nous partageons nos histoires entre nous. Nous nous racontons nos malheurs, tiraillés entre le réconfort d'être écoutés et compris et la douleur des souvenirs. On partage entre nous des bouts de pain et un peu de fromage. On dort dans les rues, sans abri, et c'est très dur, des fois même sous la pluie. Je ne dormais pas dans les rues dans mon pays. Ici, j'y suis obligé. Je me fais force en me disant que ce n'est qu'une étape, mais le regard des gens me fait du mal. Et ça me fait encore plus mal quand ils ne nous regardent même pas. On arrive devant le centre de France Terre d'Asile à 4 heures du matin. Pour faire la queue, ça ouvre à 9 heures. Là, elle me donne une carte jaune avec dessus mes généralités et après un mois, ça devient une carte rouge. À la préfecture, ils prennent mes empreintes digitales, mais ils découvrent que mes empreintes sont déjà enregistrées en Norvège. Et je dois y être renvoyé à cause de ça. Mais si je retourne en Norvège, de là, je vais être rapatrié en Afghanistan. Je me rends à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, où je signe une déclaration de ne pas vouloir entrer en Norvège. À ce moment, selon le procès de Dublin, c'est comme si tout mon procès de demande d'asile recommence. On me dit d'attendre encore 6 mois, comme si j'étais quelqu'un qui vient d'arriver. Il me donne une récépissé avec un livret sur lequel il faut que j'écrive mon histoire, les raisons pour lesquelles j'ai quitté mon pays. Mais je ne parle pas français. Il me propose même pas un traducteur pour pouvoir rédiger le dossier. Pendant ce temps, je vais à des cours de langue pour apprendre le français et je cherche des solutions pour ne pas rester dans la rue. J'appelle en continuation le 115 pour demander l'hébergement d'urgence. Il faut appeler en continuation pour trouver de la place. Essayer d'appeler et appeler pendant des heures. Des fois juste pour entendre qu'ils n'ont pas de place. Des fois, quand il y a de la place, ils nous hébergent dans un bâtiment en très mauvaises conditions, très sale. Ils nous donnent quand même un repas le soir,
Mais le matin tôt, il faut quitter l'endroit. Et à 6 heures, je recommence à vagabonder dans les rues. Et je recommence à appeler pour trouver une place le soir. Une fois trouvé un traducteur, je complète mon dossier et je le rends à l'OFRA, l'institution qui s'occupe de la protection des réfugiés. Après 6 mois, il me convoque pour l'entretien, pour analyser ma demande d'asile. Et après l'entretien, je reste en attente de la réponse. En quittant Uruzgan, ma ville natale en Afghanistan central, je me dirige d'abord vers la capitale, Kaboul, puis à Nimrouz, ville de frontière avec l'Iran. Là, les passeurs, c'est des Baloutches, une ethnie présente aux deux côtés de la frontière. Armés, ils entretiennent une véritable guérilla avec la police frontalière iranienne. Ce n'est qu'une première étape du long périple, mais déjà l'une des plus difficiles, car la police iranienne tire sur les migrants. On nous met alors dans le coffre d'une voiture. On est 8-9 personnes jusqu'à Kerman, en Iran. On a failli tous mourir par manque d'oxygène. Si seulement on est arrivé 1 heure plus tard, mon voyage se serait terminé là. Une fois arrivé à Téhéran, ce n'est pas facile sans document. La police me harcèle, il m'amène au commissariat où il m'extorque de l'argent, et quand je n'en ai pas, il me force à rester là pour le nettoyage des locaux. J'ai quand même de la chance, car il y en a entre nous qui sont rapatriés, et on sait que les talibans n'aiment pas les rapatriés. Ils sont même pour les égorger. On ne peut donc pas sortir le jour, on vit au noir, et ça je ne le supporte plus. On s'attendait à des meilleures conditions de vie en Iran. On s'était dit c'est un pays où du moins l'on parle notre même langue. Mais ça devient de jour en jour plus insupportable. C'est là que je décide de m'en aller en Europe. Mes parents sont restés là, avec ma petite sœur et mon petit frère. La police n'a pas affaire à un homme à la barbe blanche et à des enfants. Mais pour moi, c'était différent. J'avais déjà 18 ans. Les passeurs me conduisent alors jusqu'à la ville de Roumieh. Et là, on est dans les mains des Kurdes. C'est eux qui s'occupent de nous. Les chauffeurs sont kurdes aussi. On prend la route de Bazargan pour atteindre la frontière avec la Turquie. La police turque tire sur ceux qui essaient de franchir la frontière.
Les Kurdes s'enfuient, ils connaissent le territoire. Nous, on ne sait pas quoi faire. Coincés, on ne peut ni avancer ni reculer. Car si on recule, ça pourrait arriver que des Kurdes nous prennent en otage en demandant de nous faire envoyer de l'argent de nos familles, en nous menaçant de mort et de leur envoyer nos cadavres. On reste dans la zone pendant 4 jours, avec presque rien à manger ni à boire, jusqu'à quand les passeurs, dès qu'ils ramassent assez de migrants, peuvent enfin payer la police frontalière pour nous laisser passer. On nous divise en 2 voitures, et pendant le trajet, la police nous suit. Les 2 voitures se séparent, et à l'arrivée à la ville de Van, nous apprenons que l'autre voiture n'a jamais arrivé, que tous sont morts. La voiture s'est précipitée de la montagne en échappant à la police. Une fois à Istanbul, les passeurs exigent tout de suite l'argent, et non pas une fois arrivés en Grèce, comme convenu auparavant. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'on est bloqué chez eux, ils nous laissent pas sortir. C'est là qu'on se rend compte d'être pris en otage, il faut absolument nous sortir de cette situation. On décide de s'échapper le lendemain à l'aube, avec 2 autres Afghans. On réveille le passeur en le menaçant avec un couteau. On ne veut pas le tuer, juste menacer. On casse la porte et on s'enfuit. Ils peuvent pas nous suivre dans la rue, la police pourrait les attraper. Près de la frontière avec la Grèce, on attend dans une forêt, plein de moustiques, jusqu'à l'aube, pour se mettre en route. On arrive à une rivière. La police turque nous attaque. Les passeurs s'enfuient. Chacun doit penser à se sauver soi-même. On nage 200-300 mètres pour atteindre l'autre berge du fleuve. En perdant tous nos affaires dans l'eau, 2-3 personnes se sont noyées. Enfin en Europe. À Athènes, j'écoute beaucoup d'histoires terrifiantes sur le destin de beaucoup de migrants qui continuent leur voyage par voie terrestre vers des pays, comme l'Allemagne par exemple. J'ai la terreur de tous les morts, les gens qui n'arrivent pas à destination, qui meurent de faim et de froid parce qu'ils sont mis dans des camions freezer, rassurés qu'ils ne seront pas allumés. Mais les chauffeurs bien sûr les allument, car ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a dedans. Ou d'autres, qui s'accrochent sous les camions et qui par la fatigue tombent, ils sont écrasés. Je décide alors de payer plus cher le passeur en me faisant envoyer de l'argent de ma famille. Mon père a dû vendre tout ce qu'il avait pour que j'aille en faux passeport et pouvoir aller en Norvège en avion. Je reste en Norvège pendant 4 ans, d'abord à Oslo, après on nous déplace dans le nord. C'est l'hiver. Le froid et la nuit trop longue me dépriment. En plus, les gens sont très méfiants envers nous. La Norvège me donne enfin le statut de réfugié.
Il m'est retiré tout de suite après des accords entre la Norvège et l'Afghanistan, car le président veut rapatrier tous les exilés pour reformer l'armée afghane. Je décide alors de m'échapper encore une fois et de tenter ma chance en France. Genève, Jardin. Je viens de Horuzgan, du centre de l'Afghanistan, et je suis un Hazara. Mon peuple, les Hazaras, a subi trop d'injustices au cours de l'histoire. La plupart des souvenirs de mon pays natal, ce sont des souvenirs douloureux, dès mon enfance. Mon père alors donne les fruits et légumes de notre potager à un instituteur pour que je puisse prendre des cours de poésie et de littérature avec mon petit frère et ma petite sœur. À côté, j'aide mon père. Je travaille comme berger dans les montagnes. Je n'ai pas vraiment eu d'enfance. Quand je vois des enfants jouer tranquilles, je me rends compte qu'aucun enfant devrait être privé de son enfance. On m'empêche toujours d'étudier, mais je continue à poursuivre mon rêve de connaissance. Beaucoup de mal qui nous est fait, ça nous est fait par ignorance. J'aurais voulu devenir avocat pour défendre les injustices, mais les événements de la vie ne m'ont pas permis de m'instruire. Même si à chaque pas, je n'ai que des portes fermées sur mon chemin, je continue à poursuivre mon rêve de connaissance. Je continue à espérer de pouvoir me rendre utile dans la société dans laquelle je vis. Chez nous, on dit qu'on doit toujours aller vers la connaissance, dès qu'on est dans le berceau, jusqu'à quand on est dans le cercueil. Car on dit aussi chez nous qu'à force de frapper, un jour une porte devra bien s'ouvrir. Ouais, je pense, ouais. Attends un petit peu là. Et tu passes? Sana böyle olmuş kadar. J'ai envoyé en cadeau
J'ai tout fait le cinéma, il y a par internet, ils sont communiqués, il a envoyé des trucs là. Wtedy już wiadomo, że wiesz, jest to tak. الهی من نمیدانم و علم خود تو میدانی الهی من نمیدانم و علم خود تو میدانی کس شد گدا کس شد افسر کس شد پادشاه کشور کس شد گدا کس شد افسر کس شد پادشاه کشور کس برابر به خاکستر کسی را دادی سلطانی کس برابر به خاکستر کسی را دادی سلطانی الهی من نمیدانم و علم خود تو میدانی الهی من نمیدانم و علم خود تو میدانی برای که دیگه شکرش رو شیر دیگه ایشی هست؟ یک چهاربایی دیگه یک شیر شعیر فرمایش تو شیر شدی؟ واه افتر کس شد گدا کس شد افسر کس شد پادشاه کشور کس برابر به خاکستر کسی را دادی سلطان کس برابر به خاکستر کسی را دادی سلطان الهی من نمیدانم و علم خود تو میدانی الهی